forum, merci l'ordre pour cette invitation, merci le lieu. Je vais commencer par quelque chose de totalement incertain. En général, j'aime bien me présenter, et comme le thème était l'incertain, j'ai envoyé un titre un peu incertain qui était Tools for Tomorrow. Je vais vous expliquer d'où vient ce titre. Mais je me suis dit, je vais commencer avec une image de promoteur d'un de mes projets. Et c'est totalement incertain, parce que commencer avec un projet comme ça, je ne sais pas trop quoi raconter. C'est un projet qu'on est en train de réaliser en ce moment au Portugal. Un projet de logement, de 9 logements, un peu incertain dans la fabrication. Enfin, je sais pourquoi je présente ce petit projet maintenant. En fait, ces deux images, c'était juste pour introduire ma présentation et pour finalement pouvoir juste arguer ou dire haut et fort que je suis un architecte, puisqu'en général on finit mes conférences en me posant la question mais qu'est-ce que vous êtes? Donc je suis un architecte. Alors cette conférence a été un petit peu, enfin j'ai réfléchi un peu sur qu'est-ce que t'est l'incertain. Je crois que l'incertain, c'est un peu ce dans quoi on navigue, les temps dans lesquels on navigue, et puis quand on est dans l'incertain, on a besoin de se fixer des caps, des objectifs, des directions, des lignes de fuite, d'échafauder des hypothèses, de construire des possibles. J'ai commencé il y a quasi une trentaine d'années maintenant. C'est possible ça? Non, c'est pas possible, il y a 20 ans. Une vingtaine d'années, du côté d'une école qui n'existe plus, qui était l'école d'architecture de Paris-Villemain, qui a disparu entre-temps, qui est devenue l'école de Malaquais, une école qui était assez intéressante, où j'ai eu une série de professeurs, tous ne sont plus là, qui m'ont enseigné une forme d'humilité dans la question de construire pour l'autre. C'était en gros le Paris-Villemain. À l'époque, c'était le lieu, l'antre de la UA, d'un certain groupe d'architectes qui s'était mis en place, qui avait construit un peu une pensée participationniste, activiste dans les années 70, et qui avait rompu avec l'académisme des beaux-arts. Voilà, je ne les citerai pas tous. Donc Tool for Tomorrow ou Tomorrow, qu'est-ce que c'est Tomorrow? On peut se dire que c'est trop tard, donc Too Late for Tomorrow, mais en fait si on gratte un petit peu, pour qu'il ne soit pas trop tard, c'est de passer son temps et de chercher autre chose, de... Continuer. J'ai changé. Voilà, ok. C'est chercher autre chose, essayer de construire demain, ou peut-être essayer de questionner demain, en construisant, en échafaudant des hypothèses, en construisant des situations, des possibles. Alors, j'ai mis un paquet de projets. Ça fait une vingtaine d'années qu'on bosse avec l'équipe, avec mes compagnons, avec toujours cette espèce de tri. Alors c'est très 90 tout ça, mais voilà, c'était un peu notre truc quand on a commencé à bosser, qui était au-delà de la norme, contre la pornographie et prendre du plaisir avec la forme. On a monté un atelier qui s'appelait le Mésarchitecture, l'atelier des Mésarchitectures, un peu comme un tribut un souvenir à Miss Vendéro et au plombier qui disait que ce n'était pas de l'architecture de Miss, mais de la mauvaise architecture. Et peut-être que c'est là où est la clé, c'est chercher du sens, faire des allers-retours et accepter de construire pour les situations les plus mauvaises. Il n'y a pas de mauvaise situation. Essayer de remettre tout en branle, tout en place. Un tout premier manifesto, petit manifeste que j'avais écrit en finissant l'école, qui était pas si intéressant que ça, c'est pour ça que je l'ai laissé en anglais, mais qui finit par quelque chose qui a encore un peu de sens, qui, je crois, a peut-être un petit peu de sens dans un territoire un peu meuble et incertain, qui est de ne pas avoir peur d'expérimenter le fragile et d'oser composer avec le fragile.
et de réfléchir finalement dans des situations qui nous semblent incertaines avec ce qu'on a autour de la main pour construire d'autres situations. Alors, Yves disait que j'ai réalisé une exposition à Lisbonne là, qui était évidemment une commande assez importante pour moi, qui est une espèce de bilan commandé ainsi par le directeur du musée sur 20 ans de pratique. Alors c'est pas une monographie, enfin si c'était une monographie, c'était pas non plus une rétrospective, je dirais que c'était juste un statement pour progresser, donc plutôt une prospective, aller chercher ailleurs. Ceci dit, pour aller ailleurs et pour aller vers demain, il faut regarder un peu derrière. Alors quelques projets derrière. Ma première maison, mes premiers clients, fait avec pas grand-chose, My First House, du bric-à-broc trouvé, 2 étages, mes premiers clients, mes deuxièmes clients, une situation assez inacceptable de fin des années 90, et puis cette période on appelait ça les charters de l'immigration, si je me rappelle bien. Et puis on renvoyait des migrants clandestins dans leur pays, dans des avions affrétés, et on retrouvait d'autres. On avait retrouvé un gamin mort sur le tarmac d'un aéroport en Belgique, et on avait découvert que ce gamin était venu accroché au train d'atterrissage pour la 2e fois en Europe, et que la première fois il était retourné dans son territoire, dans son pays, dans sa famille, expulsé. Et je me retrouve invité à la Biennale de Venise autour d'un thème qui était plus d'éthique, moins d'esthétique. Un petit tribut aux années, à la Révolution 68 tarde. Et je me retrouve à me dire quoi faire. Et donc j'ai proposé un prototype, un objet questionnant, un objet de conscience, un objet inacceptable dans sa proposition, mais un objet qui questionne, parce que peut-être que j'entrevois ma pratique dans l'entre-deux, entre peut-être ce qui serait la position de l'artiste, de positionner en tant que questionneur, en tant que personne qui questionne le monde dans lequel on est, et l'architecte qui essaye de trouver des solutions aux questions qu'on lui pose. Donc voilà, naviguer entre les deux. Là, c'est clairement une question. Construire pour un corps en danger, construire pour une situation inacceptable, un corps en transit, un corps fragile, un corps clandestin, et faire ce qui n'est absolument pas envisageable, construire une architecture de la protection, une architecture du minimum d'existence possible. Tout ça avec une présentation dans l'expo. J'ai passé quasiment 2 fois 24 heures dans ce container. Ça rappelle quelques performances d'artistes pendant l'exposition. Très rapidement sur la question du fragile, et c'est ça qui est quand même le moteur, des projets comme Révolution pour le Musée d'Art Moderne et la salle redessinée temporairement pour l'exposition de Suzanne Paget et de Hans-Ulrich Obrist, qui était autour de le temps et le mouvement, avec une série d'artistes. Et j'étais en charge de repenser l'espace du couvent des Cordeliers pendant la fermeture du musée d'art moderne. Et on est venu installer une chrysalide, une espèce de double vortex. Alors, lieu couvent des Cordeliers, lieu historique des conversations pré-révolutionnaires. Et on installe une double révolution, un vortex entre le chaud et le froid, sur un rapport ambigu qui est le matériau peut-être le plus technologique du XXe siècle, qui est le Kapton, qui est cette fine couche réfléchissante, le minimum de matière déposée sur un film plastique qui sert à la fois à réfléchir la chaleur, à réfléchir les ondes, inventé en partie pour la NASA, et qui se retrouve 30 ans après être la couverture de survie pour les secours, et en même temps une espèce de peau minimale de protection, et qui ici est transcendée et est construite comme un poumon qui sert de protection à la parole, pas un poumon, mais une protection ou de chrysalide à la parole pour des gens comme Agamben et quelques autres philosophes qui sont venus, et penseurs qui sont venus discuter pendant le temps de cette exposition, dans ce lieu incroyable. Alors, le corps, la fragilité, l'espace, le corps
physique, le corps mental, le corps sociétal, le corps politique, le sujet de l'architecture par essence, l'architecture comme protection, comme refuge, comme habit. Un autre projet, le Home Suit Home, fait des oripeaux et des restes de nos habitations, fabriquer un costume à partir de fragments de notre habitat. Là, c'est la moquette. Et on fait une espèce d'habitat minimum qui serait cet habit fait d'une peau retirée à notre habitat. Le corps, toujours, ces questionnements. Et puis l'espace qu'il occupe, l'empreinte qu'il laisse sur cette planète, sur notre planète, sur nos territoires, et peut-être aussi réfléchir sur des situations un peu extrêmes qui sont celles de l'urgence à habiter, l'urgence à partager un toit, peut-être la question aussi du minimum vital pour vivre, celui auquel on peut être tous amenés à avoir besoin, et une maison, un projet aussi qui est presque plus de l'ordre du questionnement que d'une réponse, une maison qui n'occuperait que l'unité parfaite de l'immobilier, de la spéculation, celle du mètre carré. Que vaut un mètre carré et qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on peut produire avec un mètre carré. Donc là, c'est une maison qui occupe un mètre carré, non pas pour résoudre ou pour apporter des réponses à ce problème essentiel qui est celui de l'habiter et d'habiter pour tous, mais plutôt celui de se dire comment la privatisation de l'espace peut générer du conflit par rapport à un territoire qui est celui du territoire du commun. En fait, ces maisons dans lesquelles on ne peut pas recevoir sont des anti-maisons. Ces maisons d'un mètre carré sont des anti-maisons puisqu'on ne peut pas recevoir. Donc ce sont des maisons qui sont inoccupables et qui ne parlent que d'une chose, c'est réinvestissez l'espace public, celui qui est public et qui est celui qui est commun, celui du partage. La maison est un sujet qui traverse toutes ces questions-là, l'antre, le foyer, la home en anglais, la maison comme une peau, aussi comme une protection, non pas seulement pour le climat, mais aussi pour le jugement social. C'est la maison pour ne pas juger, pour peut-être se protéger du jugement, du regard des autres. Une maison dessinée qui s'appelle le bunker de porcelaine. Le corps genré, le corps sexué, le corps désiré pour un couple de garçons qui n'ont jamais, en tout cas quand ils m'ont commandé le projet, voulu rendre publique leur relation. Voilà, une maison théorique, une maison de désir, une maison où le territoire principal est cette chambre, cette toile dans laquelle on dort, on joue, on fait l'amour, etc. 2 points d'ancrage, se nourrir, se laver, l'hygiène, la nourriture, et une maison qui se recouvre de porcelaine pour cacher cette fragilité, cette beauté, cet amour. La narration, la fiction aussi, comment élaborer non pas simplement des idées, mais aussi des aventures mentales. Une maison pour un artiste que vous connaissez sûrement, Fabrice Hibert, qui m'avait demandé de lui dessiner une maison sur un terrain non constructible. Ça fait partie des histoires, de toutes ces petites histoires. Une maison qui s'affranchit en fait des codes sociaux, une maison pour recevoir, un territoire public ou un territoire individuel, intime, à usage public, avec toute son ambiguïté, le corps machine qui rentre dans cette maison, qui se réhabe, qui se retape entre les parties techniques, le storage, la communauté, l'hygiène, et puis un territoire, cette maison comme territoire où on va s'abandonner, et un entre-deux, et une maison qui se ferme à flanc de colline et qui s'ouvre, une maison sans limite, une maison finalement qui devient publique quand les murs s'ouvrent, une maison sans fenêtre, pour une personnalité, pour un homme qui reçoit et qui vit sa maison comme un lieu de partage. La piscine avec ses poutres qui traversent.
quelque chose d'incertain dans tout ça et d'un petit peu borderline, j'aime bien le terme, un peu d'amener de l'inconfort en fait, d'amener de l'inconfort aussi par rapport à une idée assez simple, c'est est-ce que l'architecture doit être neutre, est-ce que l'espace est un territoire de la neutralité, je parlais de normes, est-ce qu'on n'est pas capable d'aller au-delà des normes pour produire de l'unique, des situations qui correspondent à des individus, à des individualités, ou en tout cas qui font prendre conscience de nos différences et de nos individualités. Alors, il y a toujours des textes importants dans un travail. Moi, mon seul texte important, c'est un texte d'Hervé Guibert. Je ne vais pas vous le lire, parce qu'en plus, je ne vais pas remettre mes lunettes, mais peut-être que vous le voyez d'ici là. Règlement, et qui se finit par quelque chose pour moi qui est vraiment important et qui produit du sens dans cette série des projets, qui est une espèce de grille de lecture qui est récompenser les créateurs d'architecture et de machines vicieuses inédites. Et les machines vicieuses inédites, je ne sais pas ce que c'est, je me questionne encore, mais je trouve ça peut-être la ligne de fuite et l'outil qui est de se dire finalement peut-être que entre le lisse, l'ultra-hygiène dans le mental dans lequel on vit, le vice serait cette idée d'une production vicieuse serait la seule échappatoire ou serait l'outil pour décadenasser et ouvrir et permettre la parole. Alors un objet vicieux, j'en ai mis une petite série pour vous présenter celle qui est peut-être la plus emblématique, qui était le Stairway to Heaven, qui est une pièce d'art public qui a eu le prix de la création contemporaine d'une très jolie compagnie qui maintenant est un peu au banc, mais qui était les Philip Morris. Et cette place au Portugal, entre zone urbaine un peu décrépite, sociale pas très considérée, bloc béton, et une partie ancienne, et comment occuper quasiment 1000 mètres et faire une pièce, un jardin, un espace public. Et ma réponse a été assez simple, c'est de dire on ne fait rien, on laisse les gens s'occuper de ce lieu et on fait une copie d'une des cages d'escalier de l'immeuble à côté, qui est probablement l'immeuble qui focalise toute l'attention de la ville, parce que c'est l'immeuble un peu une série d'immeubles où il y a beaucoup de problèmes. Et on dit on vient mettre l'objet ou le territoire le plus ambigu de tout ça, ou le plus incertain, qui est la cage d'escalier, qui n'est ni publique ni privée, qui est le lieu de toutes les tractations, négociations et autres. Et on l'installe en plein milieu de cette place, sans la toucher. On fait cette copie. Et cette fraction d'escalier, on la finit avec une cage où les gens pourront aller peut-être attraper 30 secondes, je ne dirais pas de succès, mais d'impression d'unicité et de se présenter à la ville. Voilà l'objet, c'est un projet qui a gagné ce prix, qui a été bloqué pendant 7 ans, inauguré après 7 ans, après avoir été réalisé, qui est resté comme ça dans un entre-deux politico-administratif et qui finalement a été inauguré il y a 2 ans, mais avec une porte à l'entrée de l'escalier. Donc il n'est pas fréquentable, cet escalier, on ne peut pas rentrer dedans. Donc le Stairway to Heaven, l'escalier qui monte au ciel, ne fonctionne pas. Bref, j'aime aussi les choses qui finissent mal. Alors, j'entends beaucoup parler en ce moment de table, du coup j'ai ressorti, alors ça colle avec le projet qu'on avait fait pour le 109, qui est cette idée de... Je parle pas assez fort ? Ah ok. Alors, cette idée de se mettre tous ensemble autour d'une table pour partager. Là, c'est un projet pour Plougonvert, en Bretagne. On m'avait demandé d'imaginer une pièce qui soit un landmark et en fait un marqueur dans le territoire. Et en fait, c'était juste à côté d'une tour de télécommunication de tête des téléphones. Et je leur ai juste proposé d'installer des tables. Alors, c'était sur la colline des Gibets, comme ça on travaille un peu avec l'histoire, des tables où toutes les populations de la région pourraient se retrouver. Alors, on ne l'a pas réalisé, mais pour diverses raisons. Ingirum mimus nocte et consumimur igni. Donc, le palindrome bien connu, nous dansons dans la nuit et nous serons tous consumés par le feu. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus positif pour la suite.
les légalités comme territoire de liberté, hein, c'est la bande Abadère, je m'enfonce un petit peu. Un projet pour la Chine qui n'a pas vu le jour non plus, qui était des micro-territoires de parole, de liberté, de libération de la parole, qui étaient ces fragments de murs qu'on venait installer les uns à côté des autres pour créer des satellites, qui fait écho un peu à ce qu'on a fait au 109, qui était l'idée de disperser, cette idée aussi de créer des archipels pour ne pas essayer d'arriver de façon frontale et de façon définitive dans du changement ou dans des nouveaux paradigmes, mais d'y aller petit peu par petit peu et d'essayer, en fait. Et c'est ça qui est... Ça marche pas. Et c'est ça qui... Ah bah oui, c'est vrai, c'est un peu différent. Et c'est ça qui me semble important dans la question du rapport au groupe. Pardon, là, ça ne va pas être possible si je fais ça comme ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Oups. Et puis, puisqu'on était dans ces objets un peu vicieux et un petit peu volontairement questionnants, c'est là aussi qui se passe quelque chose. C'est des objets qui ne donnent pas, qui ne s'offrent pas de prime abord à la compréhension, des objets à interpréter, des propositions à interpréter, des objets satellites dans l'espace urbain. Le double happiness, qui est une balançoire pour qu'on aille se balancer à deux devant la ville et qu'on devienne les personnes les plus importantes. Voilà. Donc, ça m'amène à d'autres petites pratiques dissonantes et un petit peu incisives qu'on a pu avoir. Des performances faisaient partie aussi de cette idée d'organiser l'espace. L'architecture n'est pas simplement du bâti, elle peut être aussi de l'arrangement ou de l'organisation ou de la manipulation ou de l'orientation ou de la fabrication de liens. Je vous parlais des tables juste avant. Là, en l'occurrence, c'est ce fameux texte où je parle d'expérimenter la fragilité et qui se transforme pour une performance à New York pendant le Performa, qui était cette biennale de Rosie Goldberg sur la performance, où on me demande de faire une performance et je produis un objet qui est un silencieux pour pouvoir manifester one-to-one. Donc c'est un silencieux à mégaphone. Et du coup, on peut parler aux autres très doucement en les faisant s'échapper de tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que le texte s'appelait « Don't Trust Architects ». C'était l'architecte qui venait amener la bonne parole. Mais pour qu'il amène la bonne parole, il fallait s'extirper du monde. S'extirper du monde, on a été un peu extirpé du monde pendant 2 ans dans des situations totalement improbables. Il y a quelques années, on avait travaillé sur une question de l'hygiène, non pas la question de l'hygiène ou de la stérilisation, mais dans cette idée que la société, dans le monde dans lequel on était, avait besoin de trouver des vecteurs de rapprochement. Et du coup, on avait fabriqué ce petit objet pour focaliser sur la parole, pas obligatoirement s'entendre. Et comme on a passé quelques années après, un peu de temps enfermé dans nos lieux, c'était assez intéressant de réfléchir à tout ça et de réfléchir à tout ça. C'est un travail en cours, c'est un travail qui a commencé il y a 10 ans avec ces objets, qu'on va réactiver, qu'on retravaille en ce moment. Alors, la question de la division, la question de l'entre-deux, un autre projet je dirais, plus formel, symbolique, qui était celui de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, d'un peuple divisé et d'une commande de pavillons à la frontière sur la, comment on appelle ça, DMZ, donc la zone démilitarisée. Donc il y a cette bande entre les deux Corées qui doit faire 30 km entre le nord et le sud, où plus un seul humain ne vit, où la nature a repris ses droits, qui est peut-être l'endroit le plus sauvage de la planète en ce moment, puisque à part quelques équipes de soldats qui traversent de temps en temps, il n'y a personne. Et on a fait une tour observatoire comme pavillon qui mettait en balance ces deux situations, une espèce de dualité entre le vide et le plein, entre le territoire. Donc là, on est juste à la fin de la DM Zone sur la mer Jaune, face au Japon. Et c'est vraiment la fin
Demilitarized Zone. Et c'était le point de rendez-vous, pas entre le nord et le sud, mais plus un point symbolique de rendez-vous pour, on est côté sud, hein, pour les visiteurs qui venaient sur ce site, pour pouvoir regarder un peu les deux situations. Et on est voilà, dans cette dialectique plein-vide, fragilité ou protection. Quel est le plus intéressant des situations, qui est celle de se fermer, se retirer face à soi-même ou être poreux aux situations. La commande, c'était la Inju Foundation, qui est le plus grand groupement de médecins coréens. C'est une ONG. Voilà. En fait, c'est le dernier point, c'est une côte, c'est toute une zone côtière, je vais quand même expliquer, une zone côtière qui est très fréquentée, maintenant qui est de plus en plus fréquentée, où les gens n'allaient pas vraiment, mais en gros, c'est une zone abandonnée au bord de la DM Zone. Et comment s'appelle, la LG Foundation était en train de préparer un lieu pour venir faire des retraites et amener du public à faire des conférences. Et c'était le lieu de débat dans ce coin-là. Donc c'était dans un programme assez plus vaste. Et là, c'était le premier bâtiment un peu symbolique, qui était de dire on rétablit un dialogue avec le Nord. Depuis, je ne sais pas où ils en sont. Enfin, je sais qu'ils ont construit pas mal de bâtiments. Et sur des questionnements, je me suis perdu. Oups. Ouais, j'ai eu quelques clients là-bas. Et je continue à avoir des clients là-bas. Voilà, autre chose, un autre contexte, la maison d'André Bloch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais André Bloch, c'est l'architecte ingénieur qui a fondé Architecture d'aujourd'hui, qui était lui-même sculpteur, et qui a un parc et sa maison, qui a été un peu le boss ou le mentor de Claude Parent, qui lui-même a été le mentor de Jean Nouvel, enfin voilà, une espèce de filiation, et la maison a été dessinée, la maison de André Bloch a été dessinée par Claude Parent, enfin la maison des invités. Et donc là, c'est les nouveaux propriétaires qui sont des collectionneurs d'art qui m'ont demandé d'intervenir sur le petit... là, on voit André Bloch avait dessiné ses pavillons, ses sculptures habitacles, qu'on voit d'ailleurs dans un film de Yves Klein qui s'appelle « Qui êtes-vous, Moïse Polymago ?» si je me rappelle bien. Et ils m'ont proposé de résoudre la question de l'entrée de la réserve, qui était l'ancien parking de la maison d'André Bloch, qu'on voit derrière, et de dessiner avec un budget microscopique quelque chose qui fasse sens à cet endroit-là, qui était pour réactiver cette partie du jardin. Et la question était celle de la performance et de faire une scène. Qu'est-ce que ça pouvait être le lieu de scène, et que le garage devienne un peu entre un stockage et un lieu aussi, si on prépare des performances où les personnes peuvent se changer et autres. Donc on a travaillé sur l'intérieur, on a remis tout aux normes pour en faire cet espace de changement, et on a fait une scène avec les matériaux les plus simples, mais ceux d'aujourd'hui, le parpaing, pas comme André Bloch qui utilisait la brique, hop, et le ciment. Nous, on a utilisé les parpaings. Et on a pris un emoji de l'époque pour parler de ce qui allait se produire là. Et donc ça devient cette espèce de petit pavillon contemplatif qui s'active quand on y fait des performances et qui amène du public. Donc un projet qui s'appelle This is not a love song. Et This is not a love song nous amène à 3 projets d'architecture liés à l'urgence, à des questions d'incertain, à des questions de lendemain dans lesquels il faut pouvoir s'engager. Ces projets qui sont, pour les 3, situés au Mexique. Aucun n'a été réalisé, je vous expliquerai après pourquoi. Là, c'était le siège social de la fondation Alumnos 47, en plein milieu de Mexico City, dont le programme était d'utiliser le jardin arrière du bâtiment de la Fondation, qui est ce petit bâtiment qui est l'ancienne ambassade ou l'ancien consulat de Bolivie à Mexico City, qui a été racheté par la Fondation. La Fondation Alumnos, c'était une fondation qui opérait sur 2 territoires, celui de l'éducation,
en tant qu'ONG, et celui de l'art contemporain en tant que collection d'art et d'appui aux jeunes artistes. Donc il a fallu manager les deux programmes pour faire l'extension et le bâtiment même de la fondation. Et en gros, l'idée était de dire, peut-on créer un bâtiment, peut-on construire un bâtiment qui soit à la fois une unité, une base de repli pour une ONG, un stock en cas de matériel et d'urgence, et se transformer comme un bâtiment d'appui de logistique, et quand ça n'est pas le cas, devenir un lieu culturel. Donc on a construit une plateforme, on a proposé, on ne l'a pas construit, on était en train de la construire et ça a tourné j'en parlerai plus après. Voilà, une plateforme d'hélicoptère qui peut devenir un cirque, un lieu de conférence. Et voilà le bâtiment, juste avant qu'on ait commencé le chantier. Quelques vues de simulation. Ça, c'était la salle, le stock en dessous, qui pouvait être aussi une salle de concert. Et ainsi de suite, avec le logistique et les parties chambre d'étudiants, la salle d'expo en partie haute et salle de stock aussi. Voilà. Et le jardin, qui reste jardin et zone de ravitaillement. Ce projet était lié à un autre projet avec Alumnos qui est lié. Alors, on était en train de dessiner ce projet-là. Il y a eu le tremblement de terre de Chapultepec et en fait, on a commencé à travailler sur une situation d'urgence. Chapultepec. Je sais pas, oups. C'est à Oaxaca et dans le Juchitán, la région du Juchitán. Et en fait, il y a eu ce tremblement de terre qui a rasé la ville à 80%. Les bâtiments d'État sont restés debout dans une situation qui n'est pas très loin d'un souvenir colonial. C'est-à-dire que le Mexique continue d'entretenir une espèce de... C'est pas totalement clair, mais de division entre deux types de citoyens. Les autochtones, les d'origine, et la société contemporaine et moderne. Et en fait, il se passe quelque chose qui est, évidemment, ces populations très pauvres sont gardées dans une forme d'ignorance et donc se développent dans plein de villes autochtones des développements d'habitation qui sont de très mauvaise qualité, souvent autoconstruits, souvent faits par eux-mêmes, sans aucune aide de l'État, non pas pour construire, mais pour apprendre à construire, pour expliquer comment on construit. Et le modèle étant cette idée, non pas de la fragilité que je défends, mais plus une idée de la solidité. Quel est le modèle? On leur dit qu'il faut construire solide. Donc c'est des bidonvilles qui sont très passés, on va dire des habitats précaires qui sont passés d'une construction précaire et très légère et qui ont été solidifiés sans le savoir pour pouvoir être légalisés d'un point de vue étatal, mais on n'a pas du tout vérifié si la solidité de ces bâtiments était réelle. Et donc en fait la ville, en tout cas celle-ci, mais bon, beaucoup de cas, ces quartiers ont été construits en béton, sans ferraille, sans savoir ce qu'était du béton, etc. Et donc le tremblement de terre a fait un nombre de victimes incroyable et a détruit la ville. Donc on a été appelé très rapidement avec beaucoup d'autres architectes. Moi j'avais ce secteur-là, on avait ce secteur-là à travailler qui était Plaza San Marta, qui était le terrain, le stadium du quartier. Et avec les Indiens Zapotèques, on a commencé à discuter quel pouvait être en fait le projet qu'on pouvait faire là, qui n'est pas tant de reconstruire les habitations que de construire un abri collectif pour que tout le monde puisse, en cas de renouveau d'une situation extrême, se retrouver. On est parti sur cette hypothèse-là, je vous montre, je vais rapidement, ce n'est pas le sujet du truc, mais ce qui a été intéressant dans ce projet, c'est de découvrir que les Zapotèques, les Indiens Zapotèques, la notion d'habiter ne tournait autour que d'un seul objet, c'est le hamac. C'est que pour eux, leur maison, leur home, leur habitat, c'est le hamac qu'ils transportent avec eux. Et donc tout ce qu'ils possèdent est dans le hamac. Alors je parle de hamacs qui font quasiment 5 mètres de long. On peut être à 3 à l'intérieur avec des objets personnels.
Et on est parti de là-dessus, après plusieurs conversations très vite, sur se dire, est-ce qu'on pourrait construire non pas un abri qui soit avec des modèles, nos modèles de refuge et autres, mais plus un abri qui soit un abri qui permette de développer très rapidement cette idée de chacun sa maison. Ou son espace. Et puis après, on est parti sur d'autres images. Je vous montre le projet. Voilà, c'est une coquille autodéformante dans lequel on peut installer une série de hamacs dans le quartier. Voilà l'objet. Troisième projet sur Mexico, la bibliothèque, avec Alumnos et l'autre fondation avec qui on a bossé, qui était de construire une bibliothèque ouverte au quartier, qui soit une bibliothèque dans laquelle on va chercher le savoir sans contrôle à l'entrée. Donc l'idée est venue très rapidement, puisque le terrain donnait sur 2 rues, de faire une bibliothèque qui soit de façon très simple, comme une ruche, dans laquelle on rentre et on ressort sans distinction d'entrée et de sortie. Donc il y a une entrée et une sortie, et une entrée et une sortie. Donc on rentre d'un côté, on sort de l'autre, on rentre de l'autre côté, on rentre dedans, et on traverse. C'est juste un système de flux dans lequel on va se glisser pour aller chercher des livres, discuter et autres. Alors ça, c'est 3 projets qui n'ont pas vu le jour. Le premier, le siège était en train de... Comment je peux dire ça simplement, était en train d'être construit, puisqu'on avait commencé les fondations, et il y a eu un petit scandale qui s'appelle les Panama Papers, et une série de personnes là-dedans étaient... voilà. Et celui qui était à l'origine du projet a été un peu manipulé. Donc on n'a pas fait ce projet. Donc c'est de l'incertain aussi, de l'incertain économique. On aime bien pratiquer ce genre de choses. On a quand même bossé 7 ans. C'est un projet de 7 ans, ces 3 projets. On avait un bureau là-bas. Et pendant cette période, on avait été approché par une compagnie hôtelière mexicaine pour faire un hôtel dans la jungle au sud du Mexique. Et c'est un peu couillon, mais on a dit non. On a fait le projet pour leur montrer qu'il ne fallait pas construire dans la forêt. Puisque le programme, en gros, c'était une tour de 50 étages, un resort. Et on a fait le minimum footprint hôtel. On a fait une tour qui soit une tour qui puisse se casser. C'est couillon, mais c'est juste des petits souvenirs comme ça, pour donner un peu le ton. Un projet assez important qu'on est encore en train de développer, qui est pas la Love Me Tender, mais la Tender Room, qui est pour un réseau, enfin une compagnie comment on appelle ça, d'app de rencontres, qui nous a demandé de réfléchir sur un territoire ou une chambre, on va dire. J'aime bien dire territoire, mais qui est plus une chambre, un lieu de rencontre. Si vous avez vu nos projets, ils étaient intéressés sur cette question du rencontrer et du corps, comment on fait les corps se rencontrer. Et on a eu une petite carte blanche pour faire une recherche. Et on est parti de cette image un peu idiote, qui est la représentation de l'humanité dans la capsule qu'on a envoyée dans les années 80, je crois, qui s'appelle Voyager. Et il y avait un disque avec la représentation de l'humanité, qui est en gros ce monsieur avec le bras levé, avec sa raie sur le côté, et cette femme qui a quasiment le même visage que lui. Il y a d'autres représentations. Et qu'on a un peu... Ça, c'est le dessin d'origine, qu'on a réinterprété en mixant un petit peu. Et on s'est dit, voilà, en fait, c'est ça. Il y a des représentations, il y a des idées très claires de ce que les choses doivent être, mais what you see is not what you get. Donc, en fait, pourquoi ne pas réfléchir autrement et de se dire... cette chambre, elle doit être différente. Et en fait, on s'est dit, on leur a proposé de travailler sur une chambre qui soit une chambre dans l'espace public, une chambre qu'on puisse accéder avec son téléphone, son app, par rapport à la personne qu'on rencontre, de façon, une espèce de territoire, de zone, de DMZ, zone non militarisée, où on pourrait aller faire des choses. Chacun avec son code et rentrer et rencontrer la personne qu'on a snappée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, voilà, dans l'espace public. Donc voilà, une proposition. Tout ça revient à l'espace domestique, et là je vais faire une petite course parce que ça doit faire une demi-heure que je parle.
sur la question des outils. Parce qu'en fait, je voulais vous parler ce soir, c'était vraiment ça dans mon travail, et c'est comment on invente, ou en tout cas comment on émet, comment on essaye de produire des outils qui ne sont pas des réponses, mais qui sont des mécaniques pour observer et qui sont des outils pour un certain type de situation qui n'ont pas de réponse. Là, en l'occurrence, c'était, pour paraphraser Hervé Guibert, produire une machine vicieuse par rapport à une commande qui était celle de « Qu'est-ce que le luxe ? Pouvez-vous nous dessiner un espace luxueux ?» Dans le texte d'Hervé Guibert, que je n'ai pas lu, il commence en disant « Un espace proprement luxueux dans la perte de temps qu'il occasionnerait. » Temps, luxe. Inverser les typologies d'habitat. Donc là, on avait 150 mètres carrés d'habitat. En général, dans un habitat, on met, on va dire, sur 5 à 10% maximum sur l'entrée, et on s'est dit l'espace le plus important, c'est l'entrée. Donc on va faire une entrée qui passe de 5% à 50% de l'appartement, et qui devient l'espace collectif, là où on peut devenir un animal, un territoire d'animalité, où nos conventions, nos habits tombent pour qu'on soit peut-être celui qu'on est, qu'on a envie d'être. Et on a proposé aux clients d'utiliser tout le budget pour faire cette salle d'entrée qui occupe 50% de l'espace. On est en Chine, on est à Pékin, et on utilise le reste du budget pour faire, on peint en blanc, là en l'occurrence c'était kaki, mais pour laisser un espace où on dépense le minimum, où toutes les conventions sociales s'installent, nos habitudes, nos us et coutumes, les tables, l'apparat, se regarder, la télévision, la nourriture, manger, tout ça traité au minimum, l'hygiène, les lits, le lit qui est lui-même une table, et cette entrée où on ne peut rien faire d'autre que se prélasser sur des coussins en soie, se pendre sur des sangles et inventer une autre socialité, une autre domesticité, qu'on espère être moins domestique, plus wild, plus sauvage, plus originelle. Dans l'originel, une commande, je vais rentrer dans des choses plus récentes, un projet à Gand, où il s'agissait de redéfinir l'intégralité d'un bâtiment qui est une espèce de logement social des années, une espèce d'HBM, où il y avait toute une série d'espaces qui ont été réhabilités avec la même idée. Monsieur Litz et la fondation Litz, une fondation qui est liée à la technologie, et avec une espèce de vision sociale, on peut le dire encore aujourd'hui, peut-être un peu sociale, ouais, socialiste, je sais pas, de partage. Et en fait, les fonds qu'il a fait, c'est l'inventeur, ce monsieur a été l'inventeur du stockage du CD-ROM. Donc mathématicien, et c'est lui qui a trouvé les systèmes de fixation des données. Et en fait, l'argent qu'il a gagné, c'est sa société qui a été revendue plusieurs fois, il a toujours gardé des parts, et il a gardé cet argent, et à chaque fois, les bénéfices qu'il faisait, il les réinvestissait dans des histoires de logements sociaux. Et il a trouvé le Gebrauchtstraat, qui est une espèce de bâtiment incroyable, qu'il a retapé et qu'il a mis dans un système de location totalement, je dirais pas révolutionnaire, mais un peu à contre-courant, qui était de dire, pour avoir un logement, quand on est jeune, quand on est un jeune travailleur, ou quand on est un travailleur ou un étudiant ou un chercheur ou autre, on n'a pas souvent, la grande difficulté, c'est d'avoir des garanties. Et donc le truc, c'était de dire, on te loue, on fait un système locatif qui est de une semaine. C'est pas un hôtel, mais ton appartement, tu le loues une semaine, et si tu as l'argent pour le tenir, tu le tiens 2 semaines, 3 semaines. Donc c'est une location qui se démultipliait à de très bas coûts, et avec un système d'entraide dans le bâtiment. Et il y avait une partie de ces bâtiments, qui sont ces salles sur lesquelles on est intervenu, où il avait fait un peu avant la lettre, en fin des années 80, début 90, des espèces de salles de travail, une espèce de working room,
pour que les gens qui vivent là puissent aussi travailler, faire leurs devoirs, parce que les appartements ne permettaient pas d'avoir d'ordinateur, de space, etc. C'est presque des chambres. Donc cet espace, je n'ai pas de photo du lieu, parce qu'évidemment je vous montre ce qu'on en a fait, mais grosso modo, il m'a appelé en me disant « Monsieur Faustino, j'aimerais que vous me refassiez l'espace et que ce soit un espace qui colle avec notre temps. » Parce que l'espace avait été dessiné dans les années 90. Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la cafette. » Et alors c'était une simple cafette avec des salles de conférence au-dessus, une espèce de, comment on appelle ça, de coursive. Et voilà, et 3 salles. Et il m'a demandé de redessiner intégralement le lieu pour que ce soit un lieu hors temps. C'était son truc. Et c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si on a réussi. Apparemment, on a un peu réussi à faire quelque chose. Parce qu'on est parti dans un truc non référencé, ou alors très référencé sur un leurre qui était une espèce de truc de science-fiction poudrée, un peu transgenre, un peu grotesque. Une science-fiction de la poudre, du faux marbre, de l'apparat et de la fête. Pas de table, proprement dite, pas une grande salle telle qu'elle était avec une truc de restaurant, mais plutôt un bar gigantesque. Tout est fake. La question était de dire que X, Y, Z, quoi, indéfinition des genres qui viennent dans ce lieu. On a travaillé en 3 mois, le lieu a été fait en 3 mois, dans ce truc. Voilà, une petite image. Qui est un lieu de rencontre, un lieu de croisement, où le bar devient un espace encombrant, gênant, une salle polyvalente ici qui sert à la fois de conférence, qui sert aussi de lieu religieux, puisqu'il y a cet hôtel au bout qui est entre un bar et un hôtel. Les coursives qui deviennent des mouches à rabier, qui sont cachées derrière. Je n'ai pas d'image des espaces au-dessus qui ont été travaillés tout en contreplaqué, en matériaux très simples. Voilà. Je parlais de grotesque, je parlais de situations à refaire vivre, de situations à réactiver. Une grande dame, Paola Rego, qui nous a demandé de dessiner son exposition à Hanovre, à la Kunsthaus à Hanovre. Sa première rétrospective en Allemagne, elle est décédée en cours de projet. On s'est rencontrés à Londres et elle nous a demandé de faire une scénographie, de réfléchir à sa scénographie pour son expo autour de cette idée qu'elle trouvait assez drôle de la fragilité. Elle avait entendu une de mes conférences il y a quelques années et elle était restée quand on lui a demandé avec qui elle aimerait travailler. Adam Boudak, le directeur, elle lui dit il y a ce Portugais bizarre qui avait fait des choses qui ne sont pas très claires. Et on s'est rencontrés. Alors l'ange, sa pièce la femme qui tient l'éponge et le glaive, tout le travail autour de ça. L'homme la déprime, l'homme qui porte des vêtements de femme, entre des femmes. Et puis une expo grotesque, avec des murs, des cimaises qui sont malades, qui se boursouflent, qui parlent de fragilité et d'absurde en support de ses œuvres, de ses dessins, qui questionnent par rapport à leur qualité, leur bienséance, leur perfection, de l'imperfection, du mauvais goût, du chaos, de l'extension, de la tension. Voilà. Je crois que j'en ai mis trop ce soir. Je passe très vite. On passe de choses dans les choses incertaines, des commandes, Hermès, haute joaillerie, montrer des bijoux qui valent, des objets qui valent des millions. Et on construit des corps fragmentaires, des corps pixelisés pour tenir ces objets et des machines pour les montrer. Des marques. Là, je dirais l'incertain, c'est des fois de faire le grand écart, de travailler pour des situations et d'autres qui sont radicalement opposées. On essaye de rester dans ce truc de challenger cette question
j'ai fait mien le terme incertain, je trouve ça pas mal. De l'incertain, de l'entre-deux. Un bunker ou un coffre-fort pour une marque qui s'appelle Enfants riches déprimés. Ça me va bien, je trouve ça pas mal. Avec la panic room sous la boutique. Puis une petite... voilà. Travailler sur des choses un petit peu comme ça. D'autres pratiques, d'autres... Là, justement, une de nos chaises, Love Me Tender, une chaise qui se plante. Voilà, hop. Et puis, on va finir sur un projet qui est le projet qu'on a livré il y a presque 1 an maintenant, qui est l'atelier d'artiste pour l'artiste Jean-Luc Moulin, une de ses pièces, qui nous avait lancé un défi assez que je connais depuis un certain nombre d'années, et avec qui je partageais cette conversation un peu récurrente sur la question du travail aujourd'hui et de nos activités. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est de la dilettante? Qu'est-ce que c'est être artiste? Qu'est-ce que c'est être architecte? Mais bien souvent, la question était autour de l'artiste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, un jour, il arrive et il me dit, écoute, après toutes ces conversations, j'ai trouvé un petit terrain en Normandie et j'aimerais déménager mon atelier en Normandie. Et donc, il faut construire quelque chose en Normandie. Et il me donne ce dessin. Il m'a filé ce dessin qui était de dire le process de l'art, le process de la création, le process de mon process, c'est celui du petit triangle qui se démultiplie jusqu'à faire un plein. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je suis parti d'autre chose, d'un autre constat qui était celui de la main qui répète et du travail et de l'atelier originel de l'artiste, de Jean-Luc, qui était cet atelier de 49 mètres carrés avec une mezzanine, mais grosso modo 49 mètres carrés. Je lui ai dit, finalement, la seule possibilité de répondre à ta question, c'est tous les gestes que tu es capable de reproduire et de séquencer ton travail, ta production dans tes 50 mètres carrés, on va les démultiplier dans des espaces de 50 mètres carrés. Et on va voir ce qu'on peut construire avec ça. Donc l'atelier fait 50 mètres carrés et à la fin, on a identifié 6 actions, 6 gestes, 6 façons de travailler et on a fait un atelier qui était constitué, alors voilà, voilà, qui était constitué non pas des 6 gestes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actions. Montrer, recevoir, faire des maquettes, ainsi de suite. Et tous les espaces sont exactement faits les mêmes. Ça, c'est l'esquisse du projet, la première proposition. On passe d'un élément très simple. On dessine une usine aussi, parce que le travail, c'est comme aller à l'usine, être artiste. Ça, c'est pas mes mots, c'est Jean-Luc. Aller à l'atelier, c'est comme aller à l'usine. On est un ouvrier. Et tous les jours, on reproduit ces gestes. Avec un budget, là, on est dans la question propre de la construction, de l'architecture, des contraintes. On est en pleine campagne. Le terrain est constructible dans une zone agricole. C'est un des derniers terrains constructibles qu'il y avait dans cette zone-là. Et on a construit à partir d'un principe en bois pour toutes les questions de notre époque. Aussi pour des questions de rapidité, questions de budget. Et question environnementale, sûrement. Question d'intégration, non. C'est un projet qui s'appelle The Good, The Bad and the Ugly, le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est sûrement le client, c'est sûrement Jean-Luc. La brute, c'est la situation. Et le truand, c'est l'architecte qui, à un moment donné, doit trouver des solutions pour construire. Donc c'est un bâtiment qui n'a pas de peau. On est juste au niveau de la perméabilité, de l'imperméabilité du bâtiment, qui n'a pas de finition. Peut-être pour dire aussi que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte finalement, c'est l'espace, c'est ce qu'on produit dans ce lieu. C'est pas sa beauté finale, mais plus l'activité qui s'y découvre et qui y découle. Et puis cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur, où l'intérieur est resté à l'état brut aussi, mais qui est un espace de production et de travail. Et voilà les espaces qui sont un peu dans une rêverie deleuzienne, à la fois répétitifs et différents, qui se démultiplieraient comme ça dans des plis et des replis d'espace,
où évidemment on le livre, il est totalement hygiénisé, totalement immaculé, et peu à peu, l'occupant s'installe, fait ses meubles. Tous les meubles ont été construits à partir des restes du bâtiment. On va voir ça après. Et voilà. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est pas totalement aujourd'hui. Voilà. À peu près aujourd'hui. C'est beaucoup plus. Voilà. Jean-Luc, salut mec. Et je voulais finir sur un truc sur l'incertain, en fait. Et j'ai mis cette image, je me suis dit, c'est pas mal, parce que l'incertain, il est un peu sur les paradoxes de l'époque où la nature, le monde qui s'abîme, nous qui l'abîmons et qui sommes là en train de faire la leçon, et cette espèce d'easy listening dans lequel on est tout le temps. Il faut faire vert, il faut faire ci, il faut protéger, etc. Et quels sont les vrais outils pour ça ? Qu'est-ce qu'on réinvente ? Voilà, je fais ma boucle, et c'est peut-être là ma réponse à votre invitation. C'est quels sont les objets qu'on peut inventer. Et donc je vais conclure en montrant mon dernier projet qui n'est pas encore réalisé. On est en train d'en faire un, celui que je vous ai montré au départ, et celui-ci qui est en cours, c'est Born to be Wild. Et une approche sur la nature avec la question de faire une villa. Alors une villa en pleine nature dans un lieu, il y a des vignes, etc. La nature, qu'est-ce que la nature ? Elle a déjà été façonnée par l'homme, on n'est plus dans une nature originelle. Mais voilà, on a proposé de dessiner une maison comme un territoire à occuper, et pour ça aussi, essayer de travailler sur, je ne vais pas dire le footprint, l'empreinte qu'on a sur le territoire, mais plus la façon qu'on a de réfléchir à la question, je dirais, de la porosité au territoire. Mais donc de faire une maison qui soit, en fait, où qu'il y ait le minimum d'espace à occuper, à vivre, à partager, et que le reste soit une espèce d'extension. Un peu cette idée de la maison de Fabrice Hibert que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de fenêtre, que cette maison soit une maison poreuse, qu'elle s'ouvre sur le territoire et que le territoire rentre. C'est-à-dire que l'occupation de l'humain, et se dire finalement de combien d'espace on a besoin pour être 4. C'est une maison pour 4 personnes. Et on a commencé à réfléchir autour de ce dessin, qui était une cafetière, un réchaud, un poêle à bois, et un cercle circulaire autour de tout ça, et combien on aurait besoin d'espace. Et on est arrivé à la conclusion qu'on avait besoin de 23 mètres carrés. Je ne vous dis pas pourquoi. Et puis on a construit une espèce de truc con, mais qui était de quoi on a besoin pour vivre. Se reposer, rest, échanger, et puis prendre soin. Donc soin, manger, se laver, etc. Et est-ce qu'on peut construire une maison avec juste ces 3 idées-là ? Alors là, ça devient plus compliqué à expliquer. On a fait l'espace de protection, qui est ces 23 mètres carrés, où il y a la cheminée, avec 3 portes, un plateau, qui sont des murs, avec du gravier, et puis une deuxième zone, et une claustra qui se pose dessus. Voilà, l'eau passe à travers, etc. On vit dehors. On a un espace, je vais revenir de l'autre, notre vingtaine, alors 23 mètres carrés, c'est un peu moins que ça, mais en gros, notre espace de vie commun, construit avec tout ce qu'on sait faire, du béton préfabriqué, des isolants, toutes les normes, des fenêtres isolantes, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, mais catégorie X, etc. Et puis tout le reste, ça a inventé. 3 murs ou 4 murs, le feu, faire à manger, préparer les légumes, toute la préparation, les toilettes et le bain, un rideau, une petite toiture très légère dessus, rien d'autre. Et puis entre les deux, we share, on partage, on discute, on monte des tables, on construit des choses. Alors c'est en cours, On a les premiers habitants
de la petite tour. Le poêle, c'est un poêle. Le client, la seule chose qui... En fait, tout a commencé de ce poêle, puisque le client avait ce poêle de son grand-père. Et donc, il supputait que le poêle avait plus de 100 ans, ce qui est probable. Il est assez bien fichu, on l'a restauré. Et je voulais conclure là-dessus. Il y a des hirondelles qui ont fait leur nid. Donc là, le chantier est arrêté. Enfin, de l'intérieur, on ne peut pas continuer parce qu'on va attendre que les petits poussent. Et voilà des vues de la chose qui est en cours. Alors, je vous remercie. Je vais juste, pour finir, parce que c'est pour finir avec moi-même, je voulais faire un peu d'humour sur la fin, l'expo que vous n'avez pas vu et que je vous montre l'espace d'expo à Lisbonne et un peu une autre scénographie. Le plus compliqué, c'est toujours de parler de soi et de... C'est pour ça qu'on met les micros un peu loin, comme ça les gens n'entendent pas, on peut dire plein de choses. L'expo au MAT avec cette espèce de prospective en premier plan, la démocratie portative, une série de pièces, voilà, entre des objets pour questionner l'espace, pour questionner ce qu'est notre société, nos corps, nos mondes, et qui servent de plateforme, ou en tout cas d'alphabet pour produire des projets comme je viens de vous montrer. Le body in transit, des artefacts d'exploration, des autres choses, des acteurs, des projets, la maison d'un mètre carré, des choses comme ça. Hop, ça c'était l'expo à Lisbonne. Un truc que j'aime bien, dont je n'ai pas parlé, mais qui est là, qui est le Aswall. C'est que dans les musées, c'est vachement intimidant. C'est une pièce idiote, mais il faut que je le dise, c'est un peu un faux mur, une simesse Potemkin, dans lequel il y a un orifice, dans lequel on peut se cacher. Et ce mur s'appelle le Aswall, le mur du cul. La démocratie portative, une agora qu'on peut installer n'importe où, qui se ferme, qui est blindée pour pas qu'on nous tire dessus. Expérimenter le saut de l'ange ou le saut dans le vide de Yves Klein. Construire des barrières pour les manifestants. C'est aussi des choses qu'on peut faire quand on est architecte, en réponse aux barrières et autres. Des tentes en devenir. Voilà. Et de Too Late for Tomorrow, il est sûrement temps de produire des objets pour demain et de continuer à exister. Merci.